Les vigilantes se déchaînent. Après avoir tenu en haleine le pays tout entier, la tragédie des McNamara mise en scène dans les tribunaux de Los Angeles s'acheva subitement en farce. Les McNamara avouèrent. Contre toute attente, et à la stupéfaction générale, ils plaidèrent coupables des délits pour lesquels ils s'étaient jugés. La presse réactionnaire jubila. La Merchants and Manufacturers Association, Harrison Gray Otis, William G. Burns, ainsi que leur bande d'espions qui avaient pour mission d'envoyer ces hommes à la mort, exprimèrent leur fervent remerciement pour l'heureuse tournure qu'avaient prise les affaires. N'avait-il pas proclamé dès le début que les frères McNamara étaient des anarchistes et des dynamiteurs ? Le ministère public et les délateurs avaient de bonnes raisons de se féliciter des circonstances qui avaient provoqué ce plaider coupable. Même le détective Burns ne s'était jamais imaginé capable de porter pareil coup au mouvement ouvrier. Hélas, la responsabilité des aveux appartenait non pas au rang ennemi, mais au camp ouvrier lui-même, au cercle des amis, entre guillemets, bien intentionnés. Il serait injuste d'attribuer à une personne en particulier l'entière responsabilité de la grotesque fin de ce procès qui s'était annoncé comme un moment clé dans l'histoire de la guerre sociale aux États-Unis. La faute irrécupérable commise par John G. et James B. McNamara revint également à leur méconnaissance de la portée sociale de leur procès. Si les McNamara avaient possédé un esprit révolutionnaire et les facultés intellectuelles d'un Sacha ou d'autres rebelles sociaux, on les aurait vus avouer fièrement leurs actes et analyser avec finesse les causes qui les avaient obligés à recourir à la violence. Dans un tel cas, il n'y aurait eu ni sentiment ni aveu de culpabilité. Mais les frères McNamara n'étaient que des syndicalistes qui concevaient leur lutte comme un simple affrontement entre leur organisation et les intérêts de l'industrie sidérurgique. Cela dit, et aussi fâcheuses que fussent les insuffisances des deux victimes, la pusillanimité de leur avocat et la crédulité des réformateurs de l'entourage se révélèrent bien plus blâmables. Apparemment, ce genre de personne n'apprend jamais de l'expérience. Qu'importait qu'ils aient vu le lion dévorer l'agneau en d'innombrables occasions, ils se raccrochaient toujours à l'espoir d'une transformation de la nature de la bête. Si seulement le lion pouvait faire plus ample connaissance avec l'agneau, prétendait-il, ou discuter de la situation avec lui, il finirait sûrement par apprécier son doux frère et par s'adoucir lui-même sous son influence. Les représentants du ministère public qui poursuivaient les McNamara eurent donc beau jeu de leur dire « Écoutez, gentlemen, persuadez les prisonniers de plaider coupables, faites en sorte qu'ils avouent, et nous vous donnons notre parole d'honneur que leurs vies seront sauves, et que cesseront la chasse à l'homme, les arrestations, les poursuites contre tous ses associés à leurs actes dans les rangs ouvriers. Croyez-nous, gentlemen, nous rugissons peut-être comme des lions, mais nous avons le cœur tendre. Nous compatissons avec les pauvres agneaux enfermés dans la prison centrale de Los Angeles. Faites-les avouer, et ils ne seront pas perdus. Ceci est un gentleman's agreement, en anglais dans le texte. Alors serrons-nous la main et soyons tous des agneaux. » Fin de citation. Et ces enfants y crurent. Ils acceptèrent la promesse de ces bêtes rusées et fourbes. Ils allèrent de l'avant, inspirés par la grande mission que le destin leur avait confiée, celle de réunir le lion et l'agneau. Or la saveur du tendre mouton ne tarda pas à aiguiser l'appétit du lion qui en redemandait. Une nouvelle chasse à l'homme s'ouvrit. Il y eut arrestation sur arrestation, des mises en accusation par dizaines et une féroce persécution des victimes prises dans le filet. Gigi et J.B. McNamara furent précipités du haut de leur piédestal dans la poussière. Ceux qui récemment les avaient soutenus et avaient semé des roses sur leur passage les traînaient désormais dans la fange, les vilipendaient et les stigmatisaient. Ces misérables apostats se frappèrent la poitrine et crièrent « Nous avons été bernés. Nous ne savions pas que les McNamara étaient coupables et qu'ils avaient employé la violence. Ce sont des criminels !» L'impasse à laquelle aboutit le procès dévoila l'épouvantable vacuité du radicalisme dans les rangs ouvriers et au-delà, ainsi que la pleutrerie de beaucoup de ceux qui prétendaient plaider la cause des travailleurs. Bien que trop nombreux, face à la meute qui jetait l'anathème sur les deux victimes,
il restait toujours une poignée d'esprits lucides et d'âmes fidèles. Ils refusèrent de se laisser influencer par la panique qui suivit de près les aveux de McNamara. Parmi cette petite minorité aux États-Unis, la plupart des anarchistes soutinrent les chefs syndicaux abandonnés, considérant qu'ils étaient victimes d'un système fondé sur la violence et inflexible devant toute autre méthode de lutte sociale. Le groupe de Mother Earth protesta dans notre revue et à la tribune contre les excuses faciles présentées par ceux qui prétendaient avoir été amenés trompeusement à croire à l'innocence des McNamara. Nous sontâmes que, si de telles excuses étaient sincères, alors les syndicalistes et les réformateurs, tout comme les socialistes politiques, n'étaient que des imbéciles inaptes à instruire le peuple. Nous soulignâmes que celui qui persiste à ignorer les causes du conflit de classe se rend responsable de son existence. Partout où je donnais des conférences sur l'affaire McNamara, des policiers et des détectives me suivaient à la trace. Mais je m'en moquais et me serais même fait volontiers arrêter. La prison semblait préférable à ce monde de lâcheté et d'impuissance. Néanmoins, rien ne se produisit, et je poursuivis nos activités. La prochaine mission se présentait déjà, la grève de Lawrence. 25 000 ouvriers du textile, des hommes, des femmes et des enfants, s'engagèrent dans la lutte pour une augmentation de salaire de 15%. Des années durant, ils avaient travaillé dur et gagné en moyenne 8 $ pour une semaine de 56 heures. Les propriétaires des filatures, en exploitant leur force, étaient devenus immensément riches. Cependant, la pauvreté et la misère avaient fini par pousser les ouvriers du textile de Lawrence à se mettre en grève. La lutte n'en était qu'à ses débuts, quand, avec le soutien de l'État et même des autorités de l'université, les seigneurs des fabriques commencèrent à montrer les dents. Le gouvernement du Massachusetts, qui en possédait une lui-même, envoya la milice pour protéger ses intérêts ainsi que ceux de ses confrères propriétaires de filatures. De même, le président de Harvard, en tant qu'actionnaire, s'attachait aux dividendes que rapportaient les usines de Lawrence. Cette union de l'État, du capitalisme et des hauts lieux du savoir du Massachusetts eut comme conséquence qu'une horde de policiers, de détectives, de soldats et de voyous à la solde de l'université fut lâchée sur les grévistes sans défense. Le régime de terreur militaire fit ses premières victimes, Anna Lopizzo et John Ramey. Ces jeunes gens furent tués au cours d'un accrochage, elle par balle et lui par la baïonnette d'un soldat. Au lieu d'appréhender les auteurs du crime, l'État et les autorités locales arrêtèrent, entre autres, les deux principaux dirigeants de la grève, Joseph Ettore et Arturo Giovannitti. Ces hommes, des rebelles possédant une conscience politique, étaient soutenus par les Industrial Workers of the World et par les autres éléments révolutionnaires que comptait le pays. Le mouvement ouvrier sur la côte Est se rallia avec une générosité exceptionnelle à la cause des grévistes de Lawrence et à la défense de deux hommes. Le vide laissé par l'arrestation d'Ettore et de Giovannitti fut aussitôt comblé par l'arrivée de William Haywood et d'Elizabeth Gurlefind. Les années d'expérience de Haywood dans les luttes ouvrières, sa détermination et son tact firent de lui une force sans égale dans le contexte de Lawrence. Elizabeth, pour sa part, gagna sans peine tous les cœurs grâce à sa jeunesse, son charme et son éloquence. Leur nom à tous deux et leur réputation firent connaître et soutenir la grève dans tout le pays. J'admirais Elizabeth depuis que je l'avais entendue à un rassemblement en plein air des années auparavant. Elle n'avait alors que 14 ans tout au plus, et outre un visage et une silhouette admirables, elle avait déjà une voix qui vibrait d'ardeur. Elle m'avait beaucoup impressionné. Plus tard, je la voyais, parfois à mes conférences, accompagnée de son père. Elle avait un physique fascinant avec sa chevelure de jais, ses grands yeux bleus et son bon teint. Quand elle s'asseyait au premier rang, j'avais souvent du mal à la quitter des yeux. Elle avait gagné mon affection à la suite de la formidable lutte pour la liberté d'expression qu'elle avait menée à Spokane avec d'autres membres des IWW et des persécutions qu'elle avait endurées. Quand j'appris qu'elle était souffrante après la naissance de son enfant, je ressentis un élan de sympathie pour cette jeune rebelle, une des premières américaines révolutionnaires d'origine prolétarienne. Mon intérêt pour elle m'avait incité à intensifier mes efforts pour collecter des fonds
non seulement pour la lutte de Spokane, mais pour les besoins personnels d'Elizabeth pendant les premiers mois de sa toute récente maternité. Depuis son retour à New York, des réunions et des occupations d'ordre plus intimes nous réunissaient souvent. Elizabeth, sans être anarchiste, n'était pas non plus fanatique ou hostile comme certains de ses camarades issus du Socialist Labour Party. Elle était admise dans nos cercles comme une des nôtres, et je l'aimais comme une amie. Bill Haywood avait emménagé à New York depuis peu. Nous nous rencontrâmes presque aussitôt et devînmes de très proches amis. À l'instar d'Elizabeth, Bill n'était pas anarchiste et ne possédait pas une once de sectarisme. Il reconnaissait volontiers se sentir beaucoup plus à l'aise avec les anarchistes, et plus particulièrement avec l'équipe de Mother Earth, qu'avec les zélateurs de ses propres rangs. Son trait le plus distinctif était sa sensibilité hors norme. Ce géant d'aspect si dur tressaillait au moindre mot grossier et tremblait à la vue de la moindre souffrance. À l'occasion d'un discours qu'il prononça à l'une de nos commémorations du 11 novembre, il me racontait l'effet que lui avait fait le crime de 1887. Il n'était alors qu'un jeune garçon, mais travaillait déjà à la mine. Depuis, me confia-t-il, nos martyrs de Chicago sont restés la plus grande inspiration de ma vie, et leur courage mon guide. L'appartement du 211 East 13th Street devint le havre de paix où passaient souvent ses soirées de libre. Chez nous, il pouvait lire et se reposer autant qu'il voulait, ou boire un café noir comme la nuit, fort comme l'idéal révolutionnaire, doux comme l'amour. Au plus fort de la grève de Lawrence, M. Saul Fieldman, un socialiste de New York, me proposa 2 débats sur les différences en termes de théorie et de tactique entre le socialisme et l'anarchisme. J'avais débattu avec des socialistes partout dans le pays, sauf dans ma propre ville. Cette perspective me réjouit, et la proposition frappa l'imagination de Ben. Il décida que seul le Carnegie Hall pourrait convenir et que nous réussirions à faire salle comble. Sur ce, il partit s'occuper de la location. À son retour, la déception se lisait sur son visage, car la salle n'était disponible que pour une soirée. Pour la 2e date, il devait se contenter du Republic Theatre. L'idée me vint que ces débats offraient l'occasion rêvée de récolter des sommes importantes pour la grève de Lawrence, et M. Fieldman était de mon avis. La question de savoir qui devait prononcer l'appel en question ne fut pas abordée, mais je voulais à tout prix que ce soit Big Bill. Plongé au cœur de la bataille, il était la personne la plus indiquée. M. Fieldman voulait désigner un président de séance issu de ses propres rangs. Je n'ai mis aucune objection puisque cette question me paraissait de peu d'importance. Le jour de l'événement, mon adversaire m'informa qu'il était toujours sans président et que ses camarades socialistes l'avaient vertement critiqué pour avoir proposé le débat. « Très bien, nous allons télégraphier à Bill Haywood, proposai-je. Il serait ravi de présider le débat, et c'est l'homme idéal pour lancer l'appel. » Mais M. Fieldman refusa. « Même une anarchiste serait préférable à Haywood, dit-il. Je tenais absolument à ce que l'appel revienne à Bill, quel que fût le président. Le soir, en arrivant à Carnegie Hall, j'appris que Fieldman n'avait toujours pas de président et refusait d'accepter Bill. « Très bien, il n'y aura pas de débat, annonçai-je. Mais j'expliquerai personnellement au public pourquoi. » Pris de peur devant cette injonction catégorique, il s'inclina. Le public savait que Bill arrivait directement de Lawrence. Les sentiments que la grève avait éveillés se traduisirent par une salve d'applaudissements en son honneur. La salle entière, émue par son appel tout simple en faveur des hommes et des femmes héroïques de Lawrence, réagit. En quelques minutes à peine, les billets et les pièces jonchèrent l'estrade, et M. Fieldman, à 4 pattes, récolta la moisson de l'appel de Bill. Les dons s'élevèrent à $542, ce qui, pour une assistance composée d'ouvriers, constituait un montant très important, d'autant qu'ils avaient déjà eu à payer leur entrée. C'est alors que la corrida commença. Mais le taureau s'arriva en fin de compte un animal bien docile. M. Fieldman connaissait son catéchisme. Il récita son chapelet marxiste avec une aisance et une précision qui s'acquièrent avec l'entraînement. Mais il n'avança pas une seule idée originale ou indépendante. Il brossa un tableau idyllique des acquis merveilleux de la social-démocratie en Allemagne, en insistant sur son parti fort de 4 millions de voix et sur le nombre encore plus important, 8 millions d'adhérents dans les rangs syndicaux. « Imaginez ce que peuvent réaliser ces 12 millions de socialistes !» cria-t-il triomphalement.
arrêter les guerres, prendre possession des moyens de production et de distribution, non par la violence, mais par leur pouvoir politique. Quant à l'État, Engels n'a-t-il pas dit qu'il dépérirait tout seul? Un grand discours socialiste, habilement formulé, mais ce ne fut point un débat. Point un débat. Ou point un débat, je ne sais pas. Excusez-moi. Comme par hasard, M. Feldman ne tint aucun compte des données historiques et des faits d'actualité que je citais en vue de prouver la dégénérescence du socialisme en Allemagne. La trahison dont furent responsables la plupart des socialistes qui avaient accédé au pouvoir ou la tendance, dans leur rang, à n'engager partout que des réformes mineures. À chaque fois qu'il se levait pour répondre, il répétait mot pour mot ce qu'il avait déclaré dans ses arguments préliminaires. Au Republic Theater, notre discussion sur l'action politique par opposition à l'action directe se révéla plus animée. Beaucoup de jeunes des IWW y assistèrent, pimentant les échanges. La grève à Lawrence me fournit une démonstration éclairante de ce qu'était l'action directe. Mon adversaire, qui avait présenté la théorie socialiste avec une belle assurance, se montra alors moins sûr de lui. Les questions lancées du haut des gradins par un garçon des IWW le déconcertèrent particulièrement. Comment l'action politique serait-elle utile à la masse des travailleurs migrants qui ne restaient jamais sur place assez longtemps pour s'inscrire sur des listes électorales ou aux millions de garçons et de filles trop jeunes pour avoir le droit de voter? L'action directe des masses n'était pas le seul moyen, et par ailleurs le plus efficace, pour obtenir satisfaction sur le plan économique. Prenons l'exemple des ouvriers du textile à Lawrence. Aurait-il dû attendre qu'ils aient élu leurs camarades socialistes à la législature du Massachusetts? Mon adversaire transpirait à force d'esquiver toute réponse précise. Quand il aborda enfin la question, ce fut pour affirmer que les socialistes, s'ils croyaient aux grèves, estimaient néanmoins que lorsqu'ils deviendraient majoritaires et assumeraient le pouvoir politique, de telles méthodes deviendraient caduques. Là, entre guillemets, brigade en salopette, ne se contint plus. Ils rirent à gorge déployée, frappèrent du pied et entonnèrent des chants des IWW. Nos activités ne nous laissaient guère de temps libre pour entretenir des rapports de sociabilité ou pour profiter des plaisirs intellectuels. Le retour de Paul Orleneff en Amérique avec une nouvelle troupe nous prit complètement au dépourvu et complet de joie ceux d'entre nous qui avaient connu l'homme lors de son premier séjour. Il paraissait vieilli, les rides de son visage s'étaient creusées, et le Weltschmerz, en allemand dans le texte, se lisait davantage dans ses yeux. Il était resté cependant cette créature naïve et hors du monde qui ne vivait que pour son art. Pour l'aider à percer, il aurait pu compter sur les hommes de la presse yiddish, en particulier Abbé Kahan et les autres écrivains juifs. Mais, malgré ma suggestion, il n'était pas question pour Orleneff de s'adresser à eux. Il m'assura que ce n'était pas par pressentiment contre le traitement peu aimable qu'on lui avait infligé vers la fin de son séjour en 1905. Voyez-vous, mademoiselle Emma, j'incarne le brand d'Ibsen depuis près d'1 an. Savez-vous quelle est sa devise? Pas de compromis, tout ou rien. Pouvez-vous imaginer Brand en train de frapper à la porte de tous les éditeurs? Si je faisais ce que Brand ne s'abaisserait pas à faire, je gâcherais ma conception du personnage. Peu de temps après, Orleneff quitta l'Amérique. Il n'arrivait pas à s'acclimater au pays ou à accepter l'attitude qui y régnait vis-à-vis de l'art. De plus, il avait compris qu'il ne lui restait qu'à écourter son séjour, car le lien qui l'avait attaché à Alla Nazimova était définitivement rompu. Le décalage qui existe inévitablement entre l'artiste véritablement créatif et l'artiste qui s'attache avant tout au succès matériel les séparait dorénavant. À Chicago, j'eus l'occasion de rencontrer Vladimir Bourtsev, le célèbre révolutionnaire russe. Son récit de la mission ardue dont il avait été chargé et qui consistait à démasquer Adzev, l'espion de la police secrète tsariste, m'intéressait tout particulièrement. Adzev représentait sans aucun doute un des phénomènes les plus exceptionnels dans les annales de la Révolution. Non pas qu'il n'y eût jamais, ni avant ni après, des traîtres dans les rangs révolutionnaires, mais Adzev n'était point un espion ordinaire. Et la psychologie de cet homme reste un énigme encore aujourd'hui. Pendant des années, il n'avait pas seulement appartenu à l'organisation de combat du Parti socialiste révolutionnaire russe,
mais il avait été le dirigeant tout-puissant de cet organisme terroriste. Il avait planifié et exécuté avec succès de nombreux actes contre les plus hauts dignitaires du gouvernement tsariste, et il jouissait de la confiance absolue de l'ensemble de ses camarades. Lorsque Bourtsev accusa Adsev, l'ultra-terroriste, d'être un agent des services secrets russes, même ses plus proches amis prirent l'accusateur pour un fou. La simple évocation d'une telle hypothèse était interprétée comme une trahison de la révolution, car Adsev personnifiait l'esprit même du mouvement révolutionnaire russe. Cependant, Bourtsev était un homme déterminé qui faisait preuve d'un flair infaillible dans de telles affaires. Il avait déjà démasqué un certain nombre d'espions et ses sources d'informations s'étaient toujours avérées parfaitement fiables. Il s'était néanmoins livré à un long combat intérieur avant de se résoudre à croire à la culpabilité du dirigeant irrécusable de l'organisation de combat. Les informations réunies par Bourtsev étaient irréfutables et accablaient Adsev, l'homme qui était parvenu, pendant 20 ans, à duper simultanément et les services secrets russes et les révolutionnaires. Bourtsev réussit à prouver aux deux parties de la traîtrise d'Adsev et elles décidèrent de le punir de la peine capitale pour sa monumentale fourberie. Cependant, jusqu'à la dernière minute, Adsev réussit à les berner et s'enfuir sans laisser de traces. La ville de Denver m'avait toujours déçu, hormis la bonne entente avec mes camarades. Même les efforts considérables de Ben n'étaient pas parvenus à éveiller de l'intérêt pour nos activités. Cette fois-ci, mon cercle s'agrandit pour inclure des amis tels que Lillian Olf, Lena et Frank Monroe, John Spies, Mark Courtney et d'autres anarchistes américains auxquels s'ajoutèrent de nombreux camarades venus du milieu yiddish. Mais le grand public continua de bouder nos meetings. Le Denver Post, en anglais dans le texte, me sollicita alors pour une série d'articles sur la montée de l'agitation sociale. En parallèle, plusieurs femmes journalistes de mon entourage proposèrent d'organiser une conférence exceptionnelle au Brown Palace Hotel. Elles choisirent comme thème Chanteclair de Rostand, en français dans le texte. J'étais convaincu depuis longtemps que le théâtre moderne était un bon moyen de diffuser des idées neuves. Ma première expérience à cet égard datait de 1897, lorsque j'avais fait un exposé sur le théâtre de George Bernard Shaw devant un groupe de mineurs. C'était pendant leur pause de midi, et nous nous trouvions à 400 pieds sous terre. Mon public se groupa autour de moi, la lueur de leurs lampes éclairant de temps à autre leurs visages noirs. Leurs yeux, au départ creux et ternes, se mirent à rayonner, en m'écoutant parler au fur et à mesure qu'ils comprenaient la signification sociale des œuvres de Shaw. Je retrouvais cette réaction des mineurs auprès des auditeurs bien habillés de la somptueuse salle de danse du Brown Palace Hotel. Eux aussi voyaient leur reflet dans le miroir du théâtre. Plusieurs professeurs de l'université et du lycée me poussèrent à donner un cours sur le théâtre. Une femme, mademoiselle Hélène A. Keenan, se détachait du lot par son esprit particulièrement érudit. Elle se proposa d'assurer le cours en attendant mon retour. Au lieu des 5 conférences prévues à Denver, j'en donnai finalement 14, avec en prime 5 articles pour le Poste. Un des moments marquants de mon séjour dans cette ville fut la première de Chanteclair, dans laquelle Maud Adams joua le rôle-titre. On m'avait demandé d'en ériger une critique pour la presse. J'avais apprécié Mademoiselle Adams dans ses rôles plus modestes, mais il me semblait que par sa stature et sa voix, elle avait été mal choisie pour jouer le personnage de Chanteclair. La ville californienne de San Diego avait toujours bénéficié d'une grande liberté de parole. Les anarchistes, les socialistes et les membres des IWW, sans parler des sectes religieuses, avaient pour habitude de prendre la parole en plein air, devant de grandes foules. Or, les édiles de San Diego avaient approuvé un arrêté qui supprimait cette pratique. Les anarchistes des IWW entamèrent donc une campagne pour la liberté d'expression. 84 hommes et femmes furent alors jetés en prison, dont E. Kirk, qui avait assuré ma défense à San Francisco en 1909, Madame Laura Emerson, une rebelle bien connue, et Jack White, un des gars les plus intelligents des IWW en Californie. Lorsque j'arrivai à Los Angeles avec Ben, au mois d'avril 1912, San Diego était paralysé par une véritable guerre civile. Les patriotes,
des miliciens connus sous le nom de Vigilantes avaient transformé la ville en champ de bataille. Ils frappaient, matraquaient et tuaient des hommes et des femmes qui croyaient encore posséder des droits garantis par la Constitution. Ces derniers convergèrent sur San Diego par centaines, venant des 4 coins des États-Unis pour participer à la campagne. Ils voyageaient dans des wagons de marchandises, sur les tampons, sur les toits des trains, risquant leur vie à chaque instant et néanmoins portés par la quête sacrée de la liberté d'expression, cause pour laquelle leurs camarades s'entassaient dans les prisons. Les Vigilantes firent une descente au siège des IWW, cassèrent le mobilier et arrêtèrent un grand nombre d'hommes qui s'y trouvaient. Ils les emmenaient jusqu'à Sorrento, où un mât porte-drapeau avait été dressé. Là, ils les obligèrent à s'agenouiller, à embrasser le drapeau et à chanter l'hymne national. Pour les inciter à agir avec davantage de vivacité, un des Vigilantes les frappa dans le dos, donnant le signal d'un passage à tabac généralisé. Cette besogne terminée, ils embarquèrent les hommes au bord d'automobiles et les emmenèrent à San Onofre, près de la frontière du comté, où ils furent enfermés dans un parc à bestiaux et détenus sans boire ni manger par des gardes armés pendant 18 heures. Le lendemain matin, on les sortit par groupe de 5 pour les forcer à passer par les baguettes, entre guillemets. Au fur et à mesure qu'ils avançaient entre 2 rangs de vigilantes, ceux-ci les rouaient de coups, de gourdins et de matraques. Ensuite, l'épisode du drapeau se renouvela. Après quoi, on leur dit de tailler la route et de ne jamais revenir. Après plusieurs jours de marche, ils atteignirent Los Angeles, perclus de douleur, affamés, sans le sou et dans un état physique lamentable. Au cours de cette campagne, où la police locale se rangea du côté des vigilantes, plusieurs hommes des IWW perdirent la vie. L'assassinat le plus brutal fut celui de Joseph Mikolasek, tué le 7 mai. Il était l'un des nombreux rebelles qui avaient afflué pour tenter de combler le vide créé par l'arrestation de leurs orateurs. Dès qu'ils étaient montés à la tribune, la police l'avait agressé. Il s'était péniblement traîné jusqu'au siège des socialistes et ensuite chez lui. Des policiers l'avaient suivi et attaqué dans sa maison. Un des agents lui avait tiré dessus, le blessant gravement. Pour se défendre, Mikolasek s'était saisi d'une hache, mais avant qu'il ait pu la lever contre ses assaillants, son corps fut criblé de balles. À chacune de mes tournées sur la côte ouest, j'avais pris la parole à San Diego. Une fois de plus, nous avions prévu de tenir des meetings dans cette ville après avoir assuré nos engagements à Los Angeles. Les nouvelles provenaient de San Diego et l'arrivée des dizaines de victimes blessées par les vigilantes nous décidèrent à partir sur l'heure. Plus que jamais, après l'assassinat de Mikolasek, nous comprirent la nécessité d'y reprendre la lutte pour la liberté d'expression. En premier lieu, cependant, il fallait organiser les secours pour ces pauvres garçons démunis qui avaient échappé à leur bourreau et réussi à parvenir vivants jusqu'à nous. Avec l'aide d'un groupe de femmes, nous mîmes sur pied un poste alimentaire au siège des IWW. Nous levâmes des fonds lors de mes meetings et recueillîmes des vêtements et des denrées auprès de commerçants sympathisants. La ville de San Diego ne se contenta pas de l'assassinat de Mikolasek, elle alla jusqu'à refuser qu'il y soit enterré. Par conséquent, nous fîmes transporter son corps à Los Angeles, où nous préparâmes une manifestation publique en son honneur. Joseph Mikolasek était resté inconnu de son vivant, mais, mort, il prit une envergure nationale. Même la police municipale fut impressionnée par l'ampleur, la dignité et le chagrin de la masse immense qui suivait sa dépouille mortelle au crématorium. Des camarades de San Diego se chargèrent d'organiser un meeting pour lequel je choisis un thème qui semblait le plus en adéquation avec la situation. Un ennemi du peuple de Henrik Ibsen. À notre arrivée, nous trouvâmes la gare envahie d'une foule dense. Il ne me vint pas à l'idée que cette réception pût être à notre attention. Je pensais qu'un important fonctionnaire de l'État était attendu. Nos amis, monsieur et madame Kirk, qui devaient venir à notre rencontre, étaient introuvables. Et Ben proposa que nous allions à l'US Grand Hotel. Nous nous esquivâmes discrètement et montâmes dans l'autobus de l'hôtel. Il faisait chaud et on étouffait à l'intérieur, alors nous grimpâmes sur l'Impérial. À peine assis à nos places, un cri s'éleva de la foule.
Elle est là! Elle est là! La Goldman! Cri qui fut aussitôt repris à la ronde. Des dames habillées à la dernière mode se dressèrent dans leur véhicule et hurlèrent « Nous voulons cette meurtrière anarchiste !» L'instant d'après, ce fut la ruée vers l'autobus, et des bras se levèrent pour me faire tomber. Le chauffeur fit preuve d'une remarquable présence d'esprit et démarra à toute allure, obligeant la foule à s'éparpiller dans toutes les directions. À l'hôtel, nous ne rencontrâmes pas la moindre difficulté, après nous avoir fait signer le registre où nous montra nos chambres. Tout paraissait normal. Monsieur et Madame Kirk passèrent nous voir et nous discutâmes tranquillement des derniers préparatifs pour notre meeting. Dans l'après-midi, le réceptionniste en chef monta nous annoncer que les vigilantes avaient exigé de consulter le registre pour connaître le numéro de nos chambres et qu'ils devaient donc nous installer ailleurs. On nous accompagna au dernier étage où une grande suite nous fut attribuée. Plus tard, le directeur de l'hôtel, M. Holmes, vint nous rendre visite. Nous n'avons rien à craindre sur son toit, nous assura-t-il, mais il ne pouvait nous autoriser à descendre pour prendre nos repas, ni même à quitter nos chambres. Il allait devoir nous enfermer à clé. Je protestai que l'US Grand Hotel n'était pas une prison. Certes, répondit-il, il ne pouvait pas nous garder prisonniers comme contre notre volonté. Mais tant que nous restions clients de l'établissement, nous devions nous plier à cette disposition pour notre propre sécurité. Les vigilantes se font menaçants, prévint-il. Ils sont bien décidés à nous empêcher de parler, à vous empêcher de parler, et à vous chasser tous deux de la ville. Il nous conseilla vivement de partir de notre propre chef et se proposa de nous raccompagner. Il était bien aimable, et nous étions très reconnaissants de sa proposition, mais nous ne pouvions l'accepter. Il était tout juste parti quand je reçus un appel téléphonique. Mon interlocuteur m'informa qu'il s'appelait Edwards, qu'il dirigeait le conservatoire de musique de San Diego et qu'il venait de lire dans la presse que le gardien de notre salle avait manqué à son engagement. Il nous proposa la salle du récital du conservatoire. San Diego semble avoir conservé quelques hommes courageux, dis-je à la personne mystérieuse de l'autre bout de la ligne, et je l'invitai à venir me voir pour discuter de sa proposition. Un peu plus tard, un homme physique avantageux qui paraissait avoir dans les 27 ans arriva. Au cours de notre conversation, je soulignai qu'en prenant la parole dans la salle, je pourrais lui causer des ennuis. Il répondit qu'il ne s'en préoccupait pas, qu'il était un anarchiste dans le domaine de l'art et croyait à la liberté d'expression. Si j'étais prête à prendre ce risque, lui aussi. Nous décidâmes d'attendre la suite des événements. Vers la fin de l'après-midi, la rue se mit à retentir d'un tintamarre de klaxons et de sifflets. « Les vigilantes !» s'écria Ben. Nous entendîmes frapper à la porte et M. Holmes entra accompagné de 2 hommes. Ils m'informèrent que les autorités municipales me demandaient au rez-de-chaussée. Ben pressentit un danger et insista pour que je leur demande de faire monter les visiteurs. Son attitude me sembla bien timorée. Il était encore tôt dans la soirée et nous nous trouvions dans l'hôtel principal de la ville. Que pouvait-il nous arriver? Je suivis M. Holmes et Ben vint avec nous. Au rez-de-chaussée, nous fîmes entrer dans une pièce où 7 hommes se tenaient debout en demi-cercle. On nous pria de nous asseoir et d'attendre le chef de la police qui ne tardait pas à arriver. « Veuillez venir avec moi, me dit-il. Le maire et d'autres responsables vous attendent à côté. » Nous nous levâmes pour le suivre, mais se tournant vers Ben, il précisa. « Pas vous, docteur. Mieux vaut rester ici. » J'entrai dans une pièce remplie d'hommes. Les stores étaient baissés, à moitié. Mais le grand lampadaire fixé sur la façade extérieure dévoilait en contrebas une masse de gens en effervescence. Le maire s'approcha et, en désignant la rue du doigt, me dit « Vous entendez cette populace? Ça ne plaisante pas. Ils veulent vous faire sortir de l'hôtel, vous et Reitman. Même s'ils doivent vous saisir de force, nous ne pouvons rien garantir. Si vous acceptez de partir, nous vous protégerons et vous ferons sortir de la ville sans danger. » « C'est très gentil de votre part, répondis-je. Mais pourquoi est-ce que vous ne dispersez pas la foule? Pourquoi ne pas employer contre ces gens les mêmes méthodes que celles que vous avez utilisées contre les combattants pour la liberté d'expression? Votre arrêté criminalise tout attroupement dans les quartiers d'affaires. Pour ce délit, des centaines d'IWW, d'anarchistes, de socialistes et de syndicalistes ont été matraqués, arrêtés et même, pour certains, tués.
Pourtant, vous permettez à une meute de vigilantes de se rassembler dans le quartier le plus animé de la ville et de bloquer la circulation. Tout ce que vous avez à faire, c'est de disperser ces délinquants. Nous ne pouvons pas, dit-il abruptement, car ces gens sont prêts à tout, et votre présence fait empirer la situation. Eh bien, soit, laissez-moi m'adresser à la foule, proposai-je. Je pourrais le faire d'une des fenêtres. Ce ne serait pas la première fois que je me retrouve confronté à des hommes furieux, et j'ai toujours su les calmer. Le maire refusa. Je n'ai jamais accepté la protection de la police, poursuivis-je, et je n'ai pas l'intention de le faire maintenant. Vous tous qui êtes ici, je vous accuse de connivence avec les vigilantes. Là-dessus, c'est notable conclure qu'il n'y avait pas d'autre choix que de laisser les événements suivre leur cours, et que je ne pourrais m'en prendre qu'à moi-même si quelque chose se passait. L'entretien prit fin, et je partis appeler Ben. La chambre où je l'avais quitté était fermée à clé. Je m'alarmai et commençai à cogner à la porte. Pas de réponse. Le bruit alerta le réceptionniste qui vint dévoiler la porte. Déverrouiller la porte, pardon. Mais il n'y avait personne. Je retournai en courant dans l'autre pièce d'où le chef de la police venait de sortir. « Où est Reitman ?» lui demandai-je. « Qu'est-ce que vous en avez fait ? S'il lui arrive quelque chose, vous allez le payer, même si je dois m'en charger de mes propres mains. »« Qu'est-ce que j'en sais, moi ?» répondit-il d'un ton bourru. Monsieur Holmes n'était pas dans son bureau, et personne n'accepta de me dire ce qu'était devenu Ben Reitman. Consterné, je repartis dans ma chambre. Toujours pas de signe de Ben. En plein désarroi, j'arpentais la pièce sans parvenir à décider quelle disposition prendre, ni qui contacter pour m'aider à le retrouver. Je ne pouvais appeler personne sans mettre sa sécurité en péril, et surtout pas M. Kirk, qui était déjà mis en examen pour son rôle dans la lutte pour la liberté d'expression. Lui et sa femme s'étaient montrés courageux, et nous rencontrant, acte qui allait très certainement aggraver sa situation. Le fait qu'il ne revenait pas comme promis montrait bien qu'il en avait été empêché. Je me sentais impuissante. Les heures s'écoulèrent avec la lenteur exaspérante, et vers minuit, complètement épuisé, je m'assoupis. Je rêvais de Ben, ligoté et bâillonné, me chercher à tâtons. Mais je me démenais pour l'atteindre. Je me réveillai baigné de sueur et poussai un cri. J'entendis des voix qu'on cognait à ma porte. Quand j'ouvris, le vigile de l'hôtel et un autre homme entrèrent. Reitman, me dirent-ils, était en sécurité. Et je les regardais, étourdis, sans bien comprendre leurs propos. Les vigilantes avaient fait sortir Ben, expliquèrent-ils. Mais il ne lui était rien arrivé de mal. Ils l'avaient seulement mis dans un train à destination de Los Angeles. Je ne croyais pas le vigile, mais l'autre homme avait une tête honnête. Il répéta qu'il avait eu des assurances formelles selon lesquelles Reitman était sain et sauf. Monsieur Holmes entra. Il corrobora les dires de cet homme et me demanda instamment de bien vouloir quitter la ville. Il n'y avait plus aucune raison pour que je reste, insista-t-il. Je ne serais pas autorisé à prendre la parole, et je ne faisais que compromettre sa propre situation. Il espérait que je n'abuserais pas outre mesure du fait que j'étais une femme. De toute manière, si je restais, les vigilantes me chasseraient dans la ville. Monsieur Holmes semblait sincèrement préoccupé. Je savais qu'il était hors de question qu'on tienne un meeting. Puisque Ben se trouvait en sécurité, il n'y avait aucune raison de continuer à harceler Monsieur Holmes. Je consentis à partir, prévoyant de prendre le train en partance pour Los Angeles à 2h45 du matin. J'appelai un taxi qui m'amenait à la gare. La ville était endormie, les rues désertes. Je venais d'acheter mon billet et marchais en direction du Pullman lorsque je perçus le bruit de voitures qui approchaient. Ce bruit effrayant que j'avais d'abord entendu à la gare et puis à l'hôtel. Les vigilantes, évidemment. « Dépêchez-vous » cria une voix. « Montez vite !» Je n'eus pas le temps de faire un pas que je fus soulevé, porté jusqu'au train et littéralement jeté dans le compartiment. Les stores furent baissés et on m'en ferma à clé. Les vigilantes, arrivées entre-temps, couraient sur le quai de long en large, en hurlant, et essayaient de monter dans le train. Le personnel qui assurait la garde refusa de les laisser entrer. La foule hurlait et jurait furieusement, des minutes abominables et terrifiantes qui ne cessèrent que lorsque le train s'ébranla enfin. Il s'arrêta à un nombre incalculable de gares. À chaque fois, je scrutais impatiemment le quai dans l'espoir que Ben m'y attendait. Mais aucune trace de lui.
pas plus que dans mon appartement à Los Angeles. Les hommes de l'US Grand Hotel avaient menti pour me faire quitter la ville. « Il est mort !» m'écriai-je, le cœur serré. « Ils ont tué mon garçon !» Je m'efforçai d'éloigner cette terrible pensée de mon esprit, mais en vain. J'ai contacté le Los Angeles Herald et le San Francisco Bulletin pour les aviser de la disparition de Ben. Les deux journaux condamnèrent sans équivoque le régime de terreur des vigilantes. L'âme du bulletin était M. Fremont Holder, peut-être le seul homme appartenant à la rédaction d'un journal capitaliste suffisamment hardi pour défendre la cause des travailleurs. Il avait mené une lutte courageuse en faveur de McNamara. Sur la côte ouest, son humanité éclairée avait nourri une approche nouvelle du délinquant social. Depuis la bataille de San Diego, il n'avait cessé de combattre résolument les vigilantes. M. Holder et le rédacteur en chef du Herald promirent de faire tout leur possible pour retrouver Ben. À 10 heures, je reçus un appel longue distance. Une voix étrange m'informa que le docteur Reitman montait à bord du train pour Los Angeles et arriverait en fin d'après-midi. Ses amis feraient bien d'apporter une civière à la gare. « Est-il vivant » criai-je dans le combiné. « Est-ce que vous me dites la vérité ? Est-il vivant ?» J'écoutai en retenant mon souffle, mais aucune réponse ne vint. Le temps semblait suspendu, comme si la journée n'allait jamais finir. L'attente à la gare fut encore plus insoutenable. Le train arriva enfin. Ben gisait dans une des dernières voitures, recroquevillé sur lui-même. Il portait une salopette bleue. Son visage était d'une pâleur mortelle. Et ses yeux exprimaient une frayeur extrême. Il n'avait plus son chapeau, et ses cheveux étaient poisseux de goudron. Dès qu'il me vint, il cria « Oh, maman, je suis enfin avec toi. Sors-moi d'ici, ramène-moi à la maison. » Les journalistes l'assaillirent de questions, mais il était trop épuisé pour parler. Je les suppliai de le laisser tranquille et de passer plus tard à mon appartement. Alors que je l'aidais à se déshabiller, je constatai avec horreur que son corps était couvert de bleu et souillé de goudron. Sa chair était marquée au fer rouge des lettres IWW. Incapable de s'expliquer, seuls ses yeux tentaient de communiquer ce qu'il avait subi. Il mangea, se reposa, et au bout de quelques heures, il avait un peu récupéré. Devant plusieurs amis et des journalistes, il nous relatait ce qui lui était arrivé. Quand Emma et le directeur de l'hôtel ont quitté le bureau pour passer dans une autre pièce, je suis resté seul avec 7 hommes. Dès que la porte s'est refermée, ils ont sorti leurs revolvers. Ils m'ont menacé. « Si tu fais le moindre bruit, on essaie de bouger, nous te tuerons. » Puis ils m'ont entouré. Un homme m'a empoigné le bras droit, un autre le gauche, un troisième m'a saisi par le devant de mon manteau et un autre par le dos. On m'a amené dans le couloir, et puis par l'ascenseur jusqu'au rez-de-chaussée de l'hôtel. Ensuite, on m'a fait sortir dans la rue sous le nez d'un policier, et enfin, on m'a jeté dans une voiture. Quand la meute m'a aperçu, elle a commencé à hurler de rage. La voiture a descendu lentement la grande rue, où un autre véhicule rempli de gens qui ressemblaient à des hommes d'affaires l'a rejointe. Il était à peu près 10h30 du soir. Les 30 et quelques kilomètres qu'a duré le trajet ont été épouvantables. Dès que nous avons franchi les limites de la ville, ils se sont mis à me donner des coups de pied et de poing. À tour de rôle, ils ont tiré mes longs cheveux et enfoncé les doigts dans mes yeux et mon nez. « Nous pourrions t'arracher les tripes, m'ont-ils dit. Mais nous avons promis au chef de la police de ne pas te tuer. Nous sommes des hommes responsables, des propriétaires, et la police est de notre côté. » En atteignant la limite du comté, la voiture s'est arrêtée dans un endroit désert. Les hommes ont formé un cercle et m'ont ordonné de me déshabiller. Ils ont arraché mes vêtements, ils m'ont jeté à terre, et alors que je gisais nu, ils m'ont donné tellement de coups de pied et de poing que j'ai failli perdre connaissance. Avec le bout d'un cigare, ils ont brûlé les lettres IWW sur mes fesses. Ensuite, ils m'ont déversé un bidon de goudron sur la tête, et à défaut de plumes, ils m'ont frotté le corps avec de l'armoise. L'un d'entre eux a essayé de m'enfoncer une canne dans le rectum. Un autre m'a tordu les testicules. Ils m'ont contraint d'embrasser le drapeau et de chanter la bannière étoilée, hymne national des États-Unis. Lorsqu'ils se sont fatigués de ce divertissement, ils m'ont rendu mes sous-vêtements de crainte que nous croisions des femmes. Ils m'ont également remis ma veste afin que j'aie sur moi de l'argent, mon billet de train et ma montre, mais le reste, ils l'ont gardé. Ils m'ont ordonné de faire un discours et puis de passer par les baguettes, entre guillemets.
Les vigilantes se sont rangées en 2 files, et quand je courais au milieu, chacun me frappait ou me donnait des coups de pied. Ensuite, ils m'ont relâché. Le cas de Ben n'était qu'un parmi d'autres depuis le début de cette lutte à San Diego. Mais il servit à focaliser davantage l'attention sur ce lieu de sauvagerie. Un certain nombre de journalistes, syndicalistes et radicaux s'y rendirent pour recueillir des informations de première main. Le gouverneur de Californie nomma le colonel H. Weinstock au poste de commissaire spécial chargé d'enquêter sur la situation. Le rapport qu'il rendit, aussi réservé et prudent qu'il fut, confirma néanmoins l'ensemble des accusations portées par les victimes du règne des vigilantes. Il provoqua l'indignation du pays, et même de ses éléments les plus conservateurs. La vague de sympathie à Los Angeles atteignit des sommets, et nous attirâmes des foules exceptionnellement nombreuses. Le soir de notre meeting de protestation, nous dûmes répartir l'assistance entre 2 salles. De fait, nous en aurions rempli plusieurs autres si nous avions pu trouver suffisamment de lieux et d'orateurs. San Francisco, où depuis des années nous rencontrions du succès, mobilisa cette fois des foules énormes. Nos camarades n'eurent pas à gaspiller des efforts et de l'argent en publicité, car les vigilantes l'avaient assuré à notre place. Leurs actions incitèrent les responsables de la ville à nous réserver un bon accueil. Le maire, le chef de la police et des hordes d'inspecteurs nous vinrent nous accueillir à la gare, mais sans intention d'intervenir. Nos salles, plus grandes qu'à Los Angeles, se révélèrent néanmoins trop petites pour les foules des gens venus écouter les conférences. En outre, la ruée sur notre documentation dérouta même Ben, généralement mécontent des chiffres de vente. Notre meeting au Trade Council Hall marqua l'apogée du séjour. Notre ami Anton Johansen, un syndicaliste très connu, présida. Il préconisa un boycott de l'exposition qui allait s'ouvrir à San Diego, jusqu'à ce que ses citoyens soient guéris du virus de la rage, entre guillemets. Ben relata les détails de l'attaque qu'il avait subie de la part des vigilantes. Je fis un bref compte-rendu de ma propre expérience et poursuivis avec ma conférence qui relevait de la trahison, l'ennemi du peuple. Avant de partir pour Portland, nous fûmes en mesure de réserver des fonds importants à la campagne en faveur de la liberté d'expression de San Diego, d'envoyer de l'argent pour la défense d'Hector et de Giovannitti, et enfin de soulager Mother Earth, au moins pendant un temps, d'une dette considérable. Les principaux responsables du vent de folie qui secouait San Diego étaient 2 journaux qui avaient lancé le cri, Le péril des anarchistes et des IWW. La population était maintenue dans un climat constant de peur, de la dynamite et des bombes qui, selon les bruits qui couraient, auraient été introduites clandestinement à bord des péniches afin de faire sauter la ville. Un certain journaliste travaillant pour l'un de ces journaux était l'esprit malfaisant qui influençait les vigilantes. À n'en pas douter, une renommée et une gloire comme les siennes devaient forcément éveiller des jalousies chez les autres feuilles de chou capitalistes. Un journal de Seattle s'efforça d'imiter ses confrères de San Diego. Bien avant notre arrivée, il entama une campagne appelant les bons patriotes américains à protéger le drapeau et à sauver Seattle de l'anarchie. Quelques anciens combattants de la guerre hispano-américaine, atteints de sérénité, redécouvrirent subitement leur virilité perdue et offrirent de s'acquitter de leurs devoirs. 500 courageux soldats vont atteindre Emma Goldman à la gare, annonça le journal, et la refouleront. Cette histoire, qu'elle fût vraie ou inventée, sema la panique. Nos amis de Portland nous supplièrent de ne pas partir pour Seattle. Quant à nos camarades de la ville, ils s'inquiétaient pour notre sécurité et proposèrent d'annuler le meeting. Mais j'insistai pour aller jusqu'au bout de notre programme. À Seattle, nous apprîmes que le maire, M. Cotterill, était un partisan convaincu de l'impôt unique. Il déclara qu'il ne se mêlerait pas de liberté d'expression et qu'il enverrait la police protéger notre meeting. Manifestement, la hardiesse des vétérans croulants s'était évanouie à la dernière minute, car ils ne vinrent pas nous accueillir comme promis. Les policiers, en revanche, furent sur place. Ils s'entassèrent dans la salle et se postèrent sur le toit. Ils allèrent jusqu'à fouiller le public à la recherche d'armes. Naturellement, les articles à sensation du Times et le déploiement des Bleus contribuèrent sérieusement à intimider bon nombre de gens. Je dus demander au maire de se soucier moins de notre sécurité et de rappeler notre protecteur, ce qu'il fit. Le public reprit aussitôt courage et assista à mes meetings. Le dimanche de ma première conférence,
une lettre cachetée fut déposée à l'hôtel à mon intention. L'auteur anonyme me prévenait d'un complot contre ma vie. Selon lui, j'essuierais un coup de feu au moment d'entrer dans la salle. Je ne sais pas pourquoi je n'accordais aucune importance à cette histoire. Cependant, souhaitant éviter d'inquiéter mes camarades, je n'en fis pas état à mon ami C.V. Koch, qui était venu pour m'accompagner au meeting. Je lui dis préférer m'y rendre toute seule. Jamais je ne m'étais senti aussi calme qu'en marchant nonchalamment de l'hôtel au lieu de réunion. À moins d'une ruelle de la salle, je levai instinctivement à hauteur de mon visage le grand sac que je portais toujours avec moi. J'entrai sans encombre et avançai vers la tribune en tenant toujours le sac devant mon visage. Une idée me taraudait pendant toute la conférence. Si seulement je pouvais protéger mon visage. Le soir, je reproduisis le même numéro, portant le sac devant mon visage tout au long du chemin jusqu'à la salle. Les meetings se passèrent bien, sans la moindre trace de conspirateur. Pendant des journées entières, je m'interrogeais pour trouver une explication plausible à mon geste ridicule avec le sac. Pourquoi avais-je été plus préoccupé de mon visage que de mon buste ou de n'importe quelle autre partie de mon corps? En pareille circonstance, un homme ne penserait sûrement pas à son visage. Et pourtant, face au risque bien réel de mourir, j'avais craint de me voir défiguré. J'étais toute retournée de me découvrir une vanité féminine aussi banale.